Tu écoutes Éclat de voix au féminin, un podcast pour laisser libre cours à la parole des femmes. Je suis Vanessa, fondatrice de J'ai du Peps, et j'accompagne les femmes dynamiques et déterminées à prendre en main leur vie pour plus de sérénité, de confiance et de plaisir. Et dans ce podcast, je pars à la rencontre de toutes ces femmes qui ont à cœur de raconter leur parcours de vie en communiquant leurs difficultés, leurs blessures, leurs erreurs, mais aussi leurs joies, leurs fiertés et conseils. J'espère que cela t'inspirera à créer la vie qui te ressemble et à prendre soin de toi. Je suis vraiment ravie de retrouver Cécile Tesson dans cet épisode. Nous avions échangé ensemble pour la première fois il y a environ 1 an, quand elle était en plein rush de son projet et qui a vu le jour en juin dernier 2019. C'est un espace de vie qu'elle a ouvert en plein centre de Clisson, dans un local coup de cœur. Elle l'a appelé Cosy Parenthèse, puisque chaque parent, avec leurs enfants, se sentent comme chez eux, mais aussi pour que les travailleurs puissent poser leur ordinateur en toute sérénité. Cécile nous explique l'essence même et le sens profond de ce lieu hybride, comme elle dit. Ensuite, nous parlons de cette étape importante dans la vie de la majorité des femmes, l'arrivée d'un enfant. Elle nous raconte son expérience et comment elle a évité de près la dépression postpartum. On évoque également le sujet de la parentalité et de toutes ces pédagogies alternatives autour de l'enfant, une passion qu'elle aborde avec enthousiasme. Bien entendu, je lui ai demandé comment se passait son confinement et dans quel état d'esprit vivait-elle cette situation inédite. Très bonne écoute. Bonjour Cécile. Bonjour. Bon, en tout cas, je suis ravie de t'avoir sur cet épisode. Voilà, je suis une admiratrice du lieu que tu as ouvert déjà, enfin, il y a l'année dernière, en juin dernier. Merci beaucoup. Merci à toi de m'accueillir. Oui, de rien, ça me fait vraiment plaisir. Donc, pour te présenter aux personnes qui vont écouter, donc tu es maman de 2 petites filles. Tu as ouvert un lieu enfin, c'est un espace de vie pour les familles et les travailleurs. Oui. Donc, il y a un espace de coworking, il y a un espace plus pour les enfants, une salle de réunion qui a été Avec t'as une ouvert. famille, tout Ouais. à fait. Tu as ouvert ça il y a en juin dernier. Oui. Alors ça. moi, je voulais savoir pourquoi tu avais créé ce lieu, qu'est-ce qui t'avait motivé et qu'est-ce qui te tient et ou te tenait à cœur dans ce projet-là. En fait, ça date de très très longtemps. La première petite étoile qui s'est allumée dans ma tête, si je peux dire, en fait, c'est il y a 13 ans, peut-être maintenant, 12 ans, quand ma sœur était enceinte et de sa première enfant. Puis elle me disait que c'était un peu compliqué parce qu'elle n'arrivait pas à trouver d'endroit où se poser, prendre un café avec des copines, des copains, enfin sortir un peu. Et du coup, voilà, donc du coup, on avait commencé à parler d'un lieu un peu bibliothèque, café, où on pourrait juste se retrouver entre copains avec les enfants, un lieu ouvert pour tous, quoi. Et puis, moi, j'étais encore étudiante à cette époque-là. Et puis après, j'ai fait mes études. J'ai voulu avoir un peu de bouteille avant de me lancer dans un lieu un peu hybride comme ça. Et puis, et du coup, j'ai travaillé 8 ans en tant que chargée de communication. Et en fait, dans ma carrière, alors j'ai fait plusieurs associations, entreprises. Et dans ma carrière, j'ai rencontré aussi beaucoup d'indépendants avec qui je travaillais, de consultants indépendants, de formateurs et tout, où j'ai remarqué un peu le même désir de lien et de connexion, parce que c'est des personnes qui travaillent très isolées, en fait, qui sont très isolées dans leur travail, même s'ils rencontrent beaucoup de monde. Ils travaillent souvent seuls et ils recherchent vraiment tout ce qui est partage de compétences, échange, réseau, tout ça. Et en fait, après, moi, je suis devenue maman. Et je me suis dit que c'était le moment de me lancer. Et j'ai retrouvé, en fait, au sein des parents, ce même besoin de lien, cet isolement parental aussi qu'on a. En 2015, du coup, j'ai eu ma première fille. J'ai fait une rupture conventionnelle. À l'époque, j'ai travaillé sur un autre projet qui mêlait coworking, café famille aussi, et une micro-crèche. Et c'était avec une associée que j'avais rencontrée à la CCI. Et du coup, ça, c'était un gros projet. On était sur 650 mètres carrés. Enfin, voilà, c'était un très, très gros projet.
Et puis en fait, le projet n'avait pas vu le jour parce qu'au bout de 3 ans, on n'avait toujours pas trouvé de lieu. On avait visité 35 locaux, mais il n'y en avait aucun qui permettait d'accueillir les trois activités différentes. Donc voilà, et puis du coup, le projet s'est arrêté. Et puis bah, moi, je suis passée devant ce local à Clisson, au centre de Clisson. Et puis en fait, je suis tombée amoureuse du local et j'ai vu, après avoir visité 35 locaux, j'ai un peu vu le potentiel aussi de ce lieu sur une petite place piétonne qui est hyper sécurisée du coup pour les enfants aussi, à côté de la gare, au centre de Clisson, donc c'est assez sympa aussi. Du coup, j'ai abandonné la garde d'enfants, mais du coup, c'est un soutien aux parents que j'ai voulu apporter. Et j'ai quand même voulu lier vie familiale et professionnelle. On peut et travailler et passer du bon temps en fait, et passer un bon moment autour d'un café et puis créer du lien, quoi. Et Voilà. donc, c'est vrai que ce que tu racontais quand tu es tombée enceinte, tu disais que c'était le moment de te lancer, mais au contraire, ça aurait pu être aussi l'inverse en te disant, ben voilà, j'ai mon premier enfant, je vais pas pouvoir me consacrer au projet que j'ai en tête. Ça n'a pas été du tout ça, justement. Ça a été l'inverse en te disant, c'est l'opportunité ou jamais de le faire, quoi. Bah ouais, et en fait, ça me fait penser à juste avant de tomber enceinte et à un mariage d'une copine. Je parlais avec un entrepreneur et franchement, il a été odieux. Il disait oui, de toute façon, les femmes, il faut entreprendre avant 30 ans parce que après, vous avez des enfants, vous êtes dans votre vie de famille. Enfin, en gros, le Ouais, machiste et, pas possible. J'étais outrée. ouais. Et Et ça t'a motivé. ouais, ouais, sans doute. Mais en fait, je pense qu'il m'a donné un coup de pied aux fesses, hein, comme on dirait, parce que je me suis dit, bah, en même temps, c'est maintenant ou jamais aussi. Et puis, et en fait, là, j'avais déjà l'envie de me lancer, mais je pense que le fait de m'arrêter, ouais, pour ma première, j'ai été arrêtée assez tôt, j'ai eu le temps de réfléchir aussi. Et puis, c'est surtout que moi, mon boulot ne me, bah, je me plaisais moins. Enfin, j'en avais un peu marre et puis j'avais beaucoup de pression. Et du coup, j'avais envie de montrer à mes enfants en fait qu'on pouvait aller au boulot avec le sourire en fait. Et je préfère. Enfin, je crois que c'est ça ça m'a boosté, ouais, ma première grossesse et puis ma deuxième aussi. Mais la maternité m'a permis de passer par-dessus beaucoup, beaucoup de choses aussi, et, enfin, et la peur de se lancer notamment. Et aussi parce qu'en fait, on a envie d'un changement aussi pour ses enfants, pour leur montrer que bah, la vie, c'est pas que métro, boulot, dodo, quoi. C'est aussi pouvoir s'épanouir dans son métier. Et ça. Donc pour toi, en fait, si on revient justement à ce sujet de cette personne odieuse qui avait pu justement avoir ces propos assez anciens, on va dire, assez dépassés. Ah non, mais pourtant, il avait 30 ans. Hein. Oh Dieu, Mais ouais. du coup, toi, effectivement, aujourd'hui, tu conçois la vie d'une femme qui soit compatible avec une vie professionnelle épanouie et investie, impliquée. Pour toi, c'est totalement faisable ou justement Bah, c'est compliqué par rapport à ton expérience à toi? alors, c'est pas simple tous les jours et surtout les premières années pour un projet comme le mien, parce que c'est des projets où on se donne énormément, mais tous les projets, hein, de toute façon, je pense que les premières années, on se lance, hein, donc c'est compliqué. Après, moi, ça a été une chance aussi au final, parce que quand j'étais en projet pendant 4 ans. En fait, je pouvais vraiment adapter mes horaires parce que j'avais des rendez-vous, mais enfin voilà, après, j'adaptais vraiment mes horaires et du coup, j'ai quand même vachement profité des premières années aussi de mes deux filles. Et puis bah, maintenant, elles sont à l'école toutes les deux, elles sont petites encore, elles ont 3 et 5 ans. Mais oui, c'est pas évident parce qu'on bosse beaucoup, mais après, au moins, je trouve que les enfants, quand on est à la maison, ils nous permettent de couper aussi. Et je pense que si on n'a pas d'enfants, en fait, on coupe beaucoup moins aussi. Et au moins, là, bah, ils nous Ça permet de obligent. t'arrêter, quoi. Autrement, Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup, on a une vie finalement peut-être plus équilibrée que si on n'en avait pas. Je sais ouais. pas. Ça empiéterait, en fait, la vie professionnelle peut très vite empiéter sur la vie personnelle, sociale, si. Si on s'oblige pas à s'arrêter. Ouais, c'est ça. Et ouais.
Après, ce qui est difficile, c'est que du coup, on a aussi peu de temps pour soi-même parce que déjà qu'on bosse beaucoup, on est avec les enfants, donc il faut trouver du temps pour soi. Mais quand on entreprend, je pense que c'est un challenge, hein, les premières années, bah, que ça puisse se lancer et il faut se donner les moyens pour que ça puisse se lancer, quoi. Et puis après, bah, il y a aussi les questions financières. C'est sûr que quand on a les acédiques, c'est toujours mieux. Et puis bah, moi, ça fait un petit moment que ça s'est arrêté, mais voilà, j'ai trouvé d'autres solutions pour pouvoir vivre un certain temps, le temps que ça se lance et de pouvoir me payer, quoi. Du coup, je sais que dans ce lieu, tu proposes beaucoup donc chez Cosy Parenthèse, donc le lieu que tu as ouvert, beaucoup de choses autour de la grossesse. Enfin, je sais que ces sujets-là t'intéressent, la grossesse, la naissance, la maternité, la parentalité. Mm. Et moi, je voulais savoir justement comment toi, tu avais vécu cette période de grossesse, naissance et maternité avec tes enfants. Bah, en fait, bah, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai créé le lieu. En fait, ma première fille, bah, ça a été une grossesse. J'étais assez stressée parce que déjà, on est passé par l'AMP, l'assistance médicale à la procréation. Donc, je pense que ça a été. J'avais fait une fausse couche avant, et puis du coup, bah, ça a été une grossesse assez. Je pense que j'étais pas tranquille en fait tant que le bébé n'était pas là. Ouais, Et puis après coup, en fait, quand ma fille est arrivée, c'est vrai que mon conjoint est reparti au boulot au bout de 3 jours ou 5 jours, quelque chose comme ça. Bah, en gros, je suis rentrée de la maternité. 2 jours après, il était déjà reparti et ma fille avait 5 jours. Et j'ai eu la chance, j'avais été suivie en maison de naissance, moi. Et d'accord. donc, les maisons de naissance, en fait, c'est des endroits qui sont gérés par des sages-femmes. Et en fait, on y accouche de manière naturelle, mais avec un suivi médical parce que la sage-femme est toujours là. Mais on a une sage-femme pour une femme, en fait. Même 2 sages-femmes pour une femme puisqu'elles travaillent en binôme. Et du coup, en fait, c'est une personne, les rendez-vous, c'est pas un quart d'heure comme à la maternité, c'est 1 heure et demie par mois avec le conjoint. On travaille beaucoup aussi sur tous les blocages. Et en fait, c'est une personne du coup qui nous connaît énormément en fait. Et du coup, moi, après la naissance de ma fille, bah, j'avais des douleurs. Enfin, j'ai voulu l'allaiter, j'avais des douleurs à l'allaitement, ça se passait pas très très bien. Et puis j'ai eu un truc un peu bizarre en fait, c'est quand elle est arrivée où il y a la réalité et je sais pas, le rêve que j'avais peut-être, c'était complètement différent. Et j'avais tous ces gestes très naturels animaux, on va dire, l'instinct, où bah, voilà, je la nourrissais, tout ça, mais il y avait une sorte de décalage entre. Enfin, j'ai eu du mal à créer du lien avec elle, en fait. Et elle a commencé à perdre du poids et tout ça. Et ma sage-femme, en fait, a vu qu'il y avait un problème. Et là, elle m'a donné une ordonnance, c'était de sortir tous les jours et de voir du monde et d'aller dans des cafés, d'aller voilà, à la maison de naissance aussi où on pouvait se retrouver entre mamans. Et du coup, en fait, ça m'a beaucoup, beaucoup aidée et ça m'a permis, j'ai failli, je pense, rentrer en dépression postpartum. J'étais vraiment pas loin. Et grâce à elle, en fait, j'ai réussi à reprendre du poil de la bête, on va dire, et à créer du lien avec ma fille. Et puis voilà, après, elle m'a envoyée vers beaucoup de groupes de parole aussi, de parents, des choses comme ça, et ça m'a beaucoup aidée, quoi. Parce que moi, j'avais pas ma famille autour de moi, j'étais assez seule en fait, et du coup, de rencontrer d'autres personnes qui avaient les mêmes problématiques, voilà. Ouais, c'est ça, c'est que tu as trouvé avec qui parler et avoir des liens communs. Oui, Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est la dépression la dépression postpartum, ouais. bah, c'est pas le baby blues, hein, c'est plus profond que ça. Bah, après, je suis pas une soignante, enfin, Non, je mais veux bon, dire, voilà, c'était donc d'abord, je suis pas voilà. spécialisée. Non, mais tu as Mais moi, ce que j'ai vécu, c'est que bah, moi, enfin, j'avais jamais compris avant d'être maman les personnes qui pouvaient bah, les bébés secoués ou le fait les personnes qui abandonnent leurs enfants, quoi. ouais. Et en fait, moi, j'ai failli faire mes valises et partir. Enfin, voilà, enfin, faut le dire aussi des fois. Ça, voilà.
Quel sentiment tu avais justement? C'est que pourquoi tu Ah bah, voulais. que j'étais nulle, que bah, j'avais l'impression de toute façon que ça ferait rien à personne si je m'en allais et puis que de toute façon j'y arriverais jamais et que c'était et puis je me levais enfin c'était devenu un automatisme, tu vois, de nourrir ma fille et de voilà, mais c'était juste Tu prenais pas de euh, plaisir en fait. non, j'avais aucun. Non, non. Et puis créer du lien avec elle, non, j'y arrivais pas, quoi. Et j'arrivais même pas à la regarder dans les yeux. Quand je m'obligeais à lui dire je t'aime, mais j'y croyais pas. Mais en fait, c'était très. Voilà, alors ça. J'ai évolué, hein. Tu sais, Notre tu relation a savais justement, évolué. tu sais Ouais. pourquoi? Tu sais pourquoi il y avait ce décalage justement aujourd'hui avec le recul ou pas? Bah, c'était ma première fille. Je pense qu'il y avait beaucoup de blocages aussi. J'ai beaucoup avancé hein, depuis sur bah, l'histoire de ma naissance aussi, D'accord. sur la relation voilà, que j'ai pu avoir au tout début. Enfin, c'est vrai qu'à ma naissance, en fait, moi, ma mère était endormie. Elle a eu du mal bah, quand elle m'a vue, en fait, elle m'a pas vraiment reconnue. Donc, peut-être qu'il y a eu aussi du mal à faire ce lien. Euh, je pense qu'elle a été en. Enfin, on en a un peu discuté, ouais, elle avait failli quand même y passer. Donc, c'était. Ouais. Voilà, c'était sans doute difficile. Hein, puis, il y a eu tout ça. Est-ce que c'est par rapport à ça? Est-ce que, je sais pas, c'est des attentes. C'est la solitude aussi. C'est beaucoup la solitude aussi, je pense, parce il y a des pays où on parle pas de dépression postpartum parce que les femmes sont tellement entourées. Est-ce que tu Euh, penses que c'est un manque de préparation en fait? Enfin, euh, est-ce que du coup on nous met une image sur la grossesse, la naissance un peu trop idyllique dans le sens, est-ce qu'on est bien préparé justement à recevoir notre premier enfant? Bah, en fait, j'en avais parlé avec une sage-femme et parce que justement, je mettais un peu ça sur le compte de bah moi, je m'étais pas préparée à pas forcément à l'après, mais enfin même notre corps il change tellement en Ouais. fait moi ça a été long, très 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 long de me réapproprier mon corps, hein, mon sexe aussi. Enfin, voilà, c'était quelque Ouais, chose. ouais, bien sûr. Mais moi, j'en avais parlé avec une sage-femme qui m'a dit, mais de toute façon, en fait, on ne peut pas préparer les femmes à l'après parce que déjà, elles n'entendent pas au moment, pendant la grossesse, elles n'arrivent pas à entendre et chaque femme est différente aussi. Et si on commence à leur dire qu'il peut y avoir des problèmes, bah, peut-être qu'il va y en avoir alors qu'il n'y en aurait pas si on ne leur dit pas. Mais je pense qu'il y a beaucoup une question de... Bah, moi, je milite aussi pour le fait que le papa puisse rester à la maison pendant plus longtemps et que ce soit obligatoire parce que dans notre société, il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent seules à la maison avec le nouveau-né. Et notamment pour un premier, c'est voilà, on est complètement, bah déjà on est hyper fatigué aussi, hein, donc ça aide pas. Mais il peut aussi y avoir des problèmes. Alors si on allait d'allaitement, mais si on n'allait pas, il peut y avoir d'autres douleurs. Les césariennes, ça peut être compliqué. Enfin voilà, c'est et, euh, et en fait, moi, ma deuxième, j'ai tout fait pour sortir tous les jours, voir du monde tous les jours. Mais ne serait-ce que 5 minutes, mais pas chez moi, hein, mais sortir un petit peu, après le premier mois en tout cas. Et pendant le premier mois, bah, je suis comme restée à la maison pas mal, assez souvent, mais le plus souvent allongée et puis à me reposer avec le bébé, à créer du lien avec le bébé en fait. Pendant que, pour le coup, mon conjoint, il s'occupait aussi bah, du ménage, de la nourriture, enfin, des choses, voilà, Oui, du coup, tu as fait les bêtes. Mais choses différemment avec la deuxième par rapport à ton expérience avec la première, quoi. Tu as su. bah oui, ouais, parce que je me disais que bah, moi, j'étais potentiellement à risque, hein, donc, enfin, un risque, entre guillemets, mais je me disais, bah, pour prévenir un état comme ça aussi, bah, il y a peut-être des choses à faire. Après ma deuxième grossesse, j'ai vécu complètement différemment, ça a été complètement différent. Mais, euh, mais je pense que oui, le fait aussi que le conjoint ou la conjointe puisse rester pendant un mois, moi je pense que c'est nécessaire en fait que au moins il y ait une autre personne avec la maman quoi. Et là, ça commence à arriver en France aussi. Il y a des sociétés qui proposent 4 mois de congé pour les papas payés.
Enfin, pour les conjoints, en tout cas, que ce soit homme ou femme, mais voilà, ils proposent 4 mois et quand il y a un bébé qui arrive. Et après, au niveau des femmes aussi, je pense que le congé est un tout petit peu trop court quand même en France. Alors, même s'il ne faut pas aller. Enfin, il ne faut pas aller. Disons qu'il y a des pays où c'est très long, mais par contre, si on veut retravailler avant, c'est très mal vu. Moi, je pense qu'il faut un juste milieu, en fait. À tout, quoi. Il faut un juste milieu et puis accepter ce que chacun veut aussi, quoi. Mm. Il y a des personnes qui veulent retravailler très tôt, mais il y en a qui préféreraient avoir 6 mois. Et puis voilà. Mais ce serait bien d'avoir un système qui permet de choisir. En fait, c'est ça, hein, surtout. Et Ouais. puis oui, je pense que c'est pour ça aussi que Cosy Parenthèse, tu vois, moi je l'ai créé aussi pour que les femmes et les hommes, mais ben aussi pour prévenir de ça et puis que que les mamans puissent sortir aussi de chez elles et voir du monde, voir autre chose et pas rester cantonnées à la maison avec le bébé et juste. Puis après, moi j'ai vraiment voulu, enfin, Cosy Parenthèse n'est pas un lieu d'accueil enfants-parents, mais c'est une vraie volonté en fait. Parce que c'est plutôt complémentaire, je dirais. C'est un lieu informel où on peut se poser et qui est ouvert tout le temps et on sait que c'est ouvert, quoi. Enfin, tout le temps, pas tout le temps, mais je veux dire, on a quand même des tranches horaires assez larges et du coup, ça permet aussi que bah, les parents savent qu'ils peuvent, les parents et les travailleurs, hein, mais je veux dire, ils savent qu'ils peuvent compter, ils peuvent sortir et normalement la porte sera ouverte, quoi. Ouais. Ouais, bien sûr. Alors du coup, quand on sait, enfin, une fois que on va dire que l'enfant a pris ses marques, les parents aussi, là où je vais aller sur le sujet de la parentalité, parce que je sais aussi que c'est un sujet qui te tient à cœur. Et je voulais savoir comment tu considères la parentalité d'aujourd'hui par rapport à celle d'hier, enfin par rapport à avant, quoi. Alors après, on parle beaucoup depuis quelque temps déjà de parentalité positive, bienveillante, tout ça. Donc moi, Ouais, je suis plutôt pour. Après, il faut se méfier aussi du poids que ça met sur les parents. En fait, les parents sont assez exigeants envers eux-mêmes. Et je pense que chacun a son histoire, chacun a ses propres problématiques. Et du coup, il faut pouvoir aussi le vivre avec ce qu'on est nous, en fait. Mais c'est vrai qu'il y a un réel changement dans le sens où l'enfant est beaucoup plus considéré et qu'on se rend compte que c'est un être humain. Et ça a commencé dans les années 70 déjà, mais de plus en plus, en fait, là, notre génération, effectivement, on est des parents très à l'écoute de leurs enfants. Mais il faut mettre les limites aussi quand même, tu vois, mais qui dit parentalité bienveillante ne veut pas dire nos limites. ouais. Mais ça veut dire comprendre que ben on est, enfin en fait que notre enfant n'est pas un robot et n'obéit pas au doigt et à l'œil, mais un être vivant en fait, qui a sa propre volonté aussi et que bah voilà qu'il faut qu'on l'accompagne en fait plus que disons on est moins dans l'éducation enfin comment dire, on n'élève pas nos enfants quoi, on les accompagne vers l'âge adulte maintenant. J'ai plus l'impression de ça. Et du coup, il y a beaucoup de recherches aussi sur les neurosciences qui ont vraiment, vraiment beaucoup évolué. Guéguen, enfin voilà, il y a beaucoup de personnes qui travaillent autour de ça, qui le montrent en fait que voilà, tout ce qui peut réduire le stress permet un meilleur développement de l'enfant. Voilà, il y a les pédagogies qui sont anciennes, mais qui sont, voilà, les pédagogies comme Montessori, comme la motricité libre aussi, enfin voilà, de Bicler, enfin tout ça, c'est ancien en fait, mais c'est juste qu'on en parle plus maintenant et on l'adapte plus, on essaye de mieux l'adapter à tous les enfants. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les enfants aussi de plus en plus, hein. L'idée de Cosy Parenthèse aussi, c'est de pouvoir offrir des activités qui vont... Enfin, on est dans l'autonomie de l'enfant, on est à la recherche de l'autonomie de l'enfant. Mais du coup, en plus, pour baisser la frustration,
c'est bien parce que, en fait, il y en a beaucoup, avant que je monte le projet, qui disaient, bah oui, mais avoir des enfants à côté des travailleurs, c'est pas possible. Mais en fait, déjà, ça donne une super ambiance parce que les enfants, ils sont joyeux et ils donnent vachement de joie. Et en fait, c'est marrant, hein, mais ils ont une sorte d'énergie là qui se. Enfin, voilà, on peut pas ne pas sourire devant un enfant. Mm. Et en fait, ça donne une bonne ambiance dans le lieu. Et en plus, en dehors de ça, les cris des enfants, il y en a parfois, mais c'est assez, c'est plutôt quand ils partent. Donc c'est assez, comment? C'est assez bref. Et puis surtout, en fait, comme le lieu est fait pour qu'ils soient dans l'autonomie, il y a moins de frustration parce que s'ils Mm. veulent toucher à quelque chose, ils peuvent en fait. Et du coup, bah, il y a moins de cris forcément parce que du coup, Ouais, ils bien sont, sûr. ils Ils sont sont plus là-dedans. libres Et de puis, leur geste, de leur. ouais. Mm. Et puis, moi, je suis partie du principe aussi qu'un parent zen fait un enfant zen. Et que, bah, du coup, si le parent est posé, sait qu'il n'est pas stressé parce qu'il sait que son enfant sera bien accueilli, qu'il n'y a pas de souci, qu'on ne va pas le juger, en fait, bah, du coup, l'enfant va être zen, quoi. Et il n'y a pas trop de problème. Et après, pour tout ce qui est des pédagogies, effectivement, on vend ici des jeux Grips, qui sont des jeux en bois issus de forêts éco-gérées, peints à la main avec des pigments naturels et qui sont inspirés Montessori et Steiner. Et on a aussi des activités Montessori ici pour les petits. Et puis après, voilà, parfois je me mets à hauteur, enfin, je me mets toujours à hauteur de l'enfant, je veux dire, mais parfois j'accompagne avec une activité quand je vois, par exemple, que peut-être il choisit, enfin, il va vers des activités qui sont pas forcément adaptées pour lui. Du coup, je vais aller chercher une activité qui est plus adaptée et du coup, l'enfant va être plus concentré aussi sur cette activité-là. Mais après, j'ai pas forcément le temps non plus de le faire tout le temps. Mais l'idée, c'est au moins que les parents puissent accéder à des choses qu'ils n'ont pas forcément chez eux aussi, ou alors que ça leur donne des idées aussi pour chez eux, pour faire des choses simples. Du coup, je pense qu'à un moment donné, il y avait une fermeture par rapport à ces méthodes-là dans les écoles classiques, publiques et privées. Et je trouve que maintenant, il y a plus d'ouverture, justement. Bah oui, oui. Dans Voilà. les écoles primaires, enfin maternelles, il y a énormément de choses qui se Ouais, passent, hein, c'est clair. ouais. Donc, Moi aussi, mes fils sont dans une école où ils ont fait En fait, ils n'ont pas fait petite, moyenne et grande section, mais ils ont mélangé ils ont fait 3 classes, mais avec 3 niveaux différents. Et du coup, ça fait aussi que les maîtresses sont plus disponibles pour les tout petits qui arrivent parce que bah, elles en ont que 5 ou 6 au lieu de 20 qui arrivent d'un coup. Enfin, 20 et 30 en janvier, quoi. ouais. Et c'est vrai que ça permet aussi aux grands de s'occuper des petits. Et c'est pareil, ils pratiquent. Bah, ils ont été formés Montessori aussi pendant un an. Et on le voit vraiment dans leur pratique. Et puis après, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'elle ne ferme pas que à ça. C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses qui existent. Montessori, c'est pas tout jeune, quand même, ça date. Et depuis, il y a énormément de choses aussi qui ont été enrichir tout ce que Montessori a découvert. Et, et du coup, il y a aussi toutes les neurosciences, il y a d'autres pédagogies aussi qui sont apparues. Et ça, en fait, bah, ça permet aussi d'avoir une ouverture et d'ouvrir à d'autres choses, les intelligences multiples, les choses comme ça, Ouais. qui permettent, bah, voilà, qui permettent à tous les enfants de s'y retrouver, en fait. Après, je pense que autant en maternelle, il y a beaucoup plus de liberté. Et puis quand on augmente vers le CM, par exemple, là, bah, il faut qu'ils préparent au collège. Et en fait, je pense que c'est les collèges qu'il faudrait maintenant. Il faudrait agir sur les Ouais. collèges et Ouais. les lycées pour que ça change un petit peu. Mais ne serait-ce que sur le tout petit bébé, c'est Frédéric Leboyer, en fait, qui est un obstétricien, qui a été un grand homme, selon moi, dans les années 70, en fait, c'est grâce à lui, en fait, qu'à la naissance, les bébés ne sont plus renversés par les pieds, qu'on leur tape plus sur les fesses et qu'on les pose sur la maman. Mm. C'est vraiment grâce à lui il y a eu vraiment, et à Michel Audin aussi, qui est un autre obstétricien qui est encore vivant pour le coup, lui, où il y a eu déjà des choses qui ont été faites pour la naissance et
parce que en fait, ils considèrent, ils ont fait comprendre que l'enfant était, le bébé dès la naissance, en fait, ressentait la douleur, était un être humain, en fait. Et non, mais c'est tout bête, mais avant les années 70, avant ces personnes-là, on ouvrait, même pendant les années 70, hein, peut-être avant même les années 80, je crois qu'il y a eu un vrai changement, mais on ouvrait sans anesthésie. Enfin, il y a encore des choses sans anesthésie parce que les nouveau-nés, c'est délicat l'anesthésie. Mais il y avait des opérations sur des nouveau-nés sans rien, quoi, parce qu'on considérait qu'ils ne ressentaient pas la douleur. Et je veux dire, c'est des choses horribles, mais qui se pratiquaient. Et que, en fait, il y a eu des personnes comme Le Boyer qui a été radié de l'ordre des médecins parce qu'il a voulu faire comprendre que il n'était pas d'accord avec les méthodes qui étaient pratiquées, quoi. Mais du coup, on l'a radié et il en est arrivé à faire des films et à écrire des livres en fait sur d'autres pratiques et sur, sur des choses plus respectueuses de l'humain, tout simplement. Mais je pense que c'est par ce biais-là aussi, petit à petit, par Montessori, par les neurosciences et tout ça, qu'on commence à considérer l'enfant. Et je pense qu'en France, par exemple, en Allemagne, les cafés poussettes, il y en a partout. Des cafés où les enfants sont bien considérés. J'en parlais ici à Cosy Parenthèse avec une Estonienne aussi, qui disait, mais en Estonie, un lieu comme Cosy Parenthèse, ça n'existerait même pas parce qu'en fait, tous les restaurants ont un lieu, Pour les enfants. un petit endroit pour les enfants, mais pas avec des jeux de seconde main, avec des jeux, des beaux jeux qui sont neufs, enfin voilà, ou qui sont en tout cas en très bon état et tout ça, et sur des lieux qui respectent aussi l'enfant. Ici en France, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à travailler autour de l'enfant, dans le sens où l'enfant a le droit de vivre aussi. Il a le droit d'exister et les parents aussi. Et en fait, en France, les parents sont tout le temps en train de dire chut à leur enfant, de leur mettre un portable. Pourquoi ils mettent un portable dans les mains d'un enfant dans le train ou un iPad, je veux dire, un film à l'enfant dans le train ou dans les restos? Parce que tout simplement, ils ont peur des regards de l'autre. Et, euh, et parce qu'on leur fait sentir ils sont malvenus, quoi. Et parce qu'ils prennent de la place, que les enfants bougent et que. Mais en fait, si on déjà on évoluait vers le fait que l'enfant a une place, bah, des lieux comme Cosy Parenthèse, ce serait pas unique en France, quoi. Ce Mhm. Ouais, serait. avec plein d'autres. Bah ouais, c'est ça. En Angleterre, il y a plein de lieux où on peut venir travailler avec son enfant. En Allemagne un peu moins parce que c'est plus des cafés poussettes, on va dire, que des lieux où on peut venir travailler avec son enfant. Mais voilà, et au Canada, ils sont super avancés sur tout ça. Mais c'est juste considérer l'enfant en fait. On te sent hyper passionné, en tout cas par le sujet. Alors que, mais c'est vrai, mais à la base, tu n'es quand même pas issu du domaine de l'enfant. Tu as quand même un cursus plus lié à la musique, si je ne me trompe pas. Oui. Du coup, tu t'es formé à ça par rapport à l'ouverture de cet espace, à tout ce qui est autour de l'enfant, la parentalité. Bah, en fait, Est-ce que tu as toujours été, enfin, peut-être à partir du moment où tu as été maman, je ne sais pas, ou justement. un peu avant, peut-être aussi. Bah, je pense que ma mère a été, elle a raté sa vocation d'être enseignante, je pense aussi. Donc, elle avait une vraie vocation, je pense. Ouais, j'ai pas entendu, pardon. Et donc, elle t'a transmis voilà, cet intérêt pour pour... Oui, voilà, elle est très créative. Elle fait plein, plein de choses avec les enfants, Ouais. avec ses petits-enfants aussi. Donc, je pense qu'elle m'a transmis ça. Et puis, ma sœur est instite et elle était directrice d'école. Elle ne l'est plus parce qu'elle a arrêté momentanément, enfin provisoirement maintenant. Elle est instite, juste elle n'est plus directrice. Mais elle a fait beaucoup de choses. Enfin, on en a beaucoup parlé en fait avec elle. Et elle m'a ouverte déjà à plusieurs pédagogies, aux intelligences multiples. Enfin voilà, elle m'a ouverte à plein de choses. Ouais. Elle m'a conseillé plein, plein de bouquins, même avant que je sois enceinte en fait. Et puis j'aimais bien discuter avec elle de tout ça.
Et effectivement, quand je suis tombée enceinte, j'ai été suivie donc en maison de naissance et je crois que ma sage-femme était, je suis tombée dedans avec elle aussi parce que elle était, ses enfants étaient en école Montessori, elle était pro Piclair, voilà donc Ouais. Piclair c'est la motricité libre pour les tout petits. C'est Emma Piclair qui a lancé ça. Il y a des très bons films sur internet pour voir un petit peu sur Emma Piclair. Il y a 2 films, notamment d'1 heure et demie, qui présentent toute sa pédagogie. C'est génial. Et en fait, elle a travaillé, c'est une Hongroise qui a travaillé dans les orphelinats notamment. Et puis Claire, en fait, elle a vraiment développé des choses pour l'autonomie de l'enfant. Mais à la base, c'était pour que les enfants orphelins puissent se sentir sécurisés. Sachant que les personnes changeaient tout le temps autour d'elles, qu'ils n'avaient pas de parents, quoi. Donc, et puis voilà, qui se sentent vraiment sécurisés pour mieux se développer et du coup être plus autonomes aussi, quoi. Et donc en fait à la base c'était pour ça, mais en fait c'est des super outils pour tous les enfants. Euh, et du coup, oui, je pense qu'elle m'a beaucoup apporté ça, le fait de regarder l'enfant, le bébé, d'être tout petit, dans les yeux, en fait, mais dès les premiers jours, et de lui dire, moi, elle m'a prescrit de lui dire je t'aime tous les jours, hein, mais parce que avec ma première, j'avais eu un peu mal, mais aussi, ouais, de lui expliquer tout ce qu'on fait, de lui dire, doucement, là, je vais prendre ton bras droit, je vais enlever la manche. Et en fait, tout ça, ça fait qu'on crée du lien aussi avec son enfant. Et puis qu'on le considère comme voilà, pas comme une petite chose, une petite poupée, mais justement un bébé, quoi. Enfin, c'est un être humain, quoi, enfin, une vraie personne. Et du coup, je pense qu'elle m'a un peu orientée beaucoup vers ça. J'étais pas mal entourée du coup de personnes qui étaient dans ces pédagogies-là. Et puis moi, pour le lieu, effectivement, je me suis formée Montessori à Nashita, à Angers, à l'association Nashita à Angers, qui fait des formations pour les professionnels. Alors, je ne suis pas professionnelle petite enfance, effectivement, mais ça m'intéresse bien. Et puis, je me suis posé la question si, si jamais, il y a un moment, je me suis posé la question, est-ce que je ne me lancerai pas dedans. Ouais. Bon, pour l'instant, c'est pas à l'heure du jour, mais voilà. Mais c'est vrai que c'est passionnant et en fait, j'ai découvert aussi beaucoup de choses sur moi en me passionnant pour ces pédagogies-là. J'ai travaillé avec des grands artistes de la musique classique et ayant fait beaucoup de musique aussi jeune, je pense qu'il y a aussi tout le fait que la musique, c'est pour moi une autre manière de communiquer. C'est Mhm. pas que des notes, en fait, Mhm. tu vois. Ouais, bien Et je sûr. pense, ouais, et je pense que ça, cette ouverture-là, mais déjà est un premier pas vers ça, en fait. Enfin, je pense que tout est lié, hein, tu vois. Et après aussi, j'ai travaillé ensuite dans un organisme de formation pour le management interculturel. Et du coup, c'est-à-dire comment mieux travailler avec les autres cultures. Et en fait, ça m'a permis aussi d'être en contact avec beaucoup d'intervenants, de coachs et tout, et qui m'ont appris beaucoup de méthodes, la méthode DESC, la méthode voilà, de communication non violente, qu'on appelle le CNV, le PNL, enfin voilà. Et j'ai pas été formée à ça, mais j'ai été beaucoup en contact avec eux et du coup j'ai appris des petites techniques. Et, euh, et puis je pense qu'ils m'ont ouvert aussi au fait du coup de se repositionner. Donc j'ai quand même travaillé 4 ans dans ce milieu-là et c'est que des personnes qui sont formées à ça du coup euh, et qui t'apprennent ouais, voilà, que l'autre, ce que fait l'autre n'est pas mieux ou moins bien, c'est juste différent. Et du coup, tu te repositionnes différemment en fait. Et au fur et à mesure, et puis le fait d'être maman, bien sûr, m'a Oui, apporté. ouais, ça rajoute. Ouais. Alors, je vais changer complètement de sujet parce qu'aujourd'hui, Ouais. quand même, on est dans une période inédite dans notre pays avec ce confinement. Oui, c'est Je sûr. voulais, Ouais. je voulais savoir comment tu le vivais, ce confinement, toi, depuis 15 jours maintenant. Alors au début, ça a été très dur. J'ai eu une période, de toute façon, Cozy ne va pas résister. Mais voilà, c'était quand même dur, d'autant plus que Cozy Parenthèse n'a moins d'1 an.
Après, on laisse de côté la santé, hein, parce que bien sûr, la santé est importante, mais là, je parle du projet. Hein, voilà. Et puis après, moi, j'ai beaucoup donné. J'ai donné 4 ans de mon existence et 5 ans sans salaire pour que ce projet, enfin, que le lieu puisse être lancé, quoi. Donc, et puis, j'ai aussi donné aussi des économies que j'avais mis de côté pour monter le projet, quand même pas mal. Après, j'ai beaucoup de prêts aussi sur le dos, donc voilà, c'est un gros engagement aussi. Et du coup, on a un peu des sueurs froides, hein, quand on sait qu'on va devoir fermer. Mais surtout, de toute façon, on le voyait déjà parce que le confinement était pas, pour moi, ça n'a pas été une surprise. Hein. Je m'y attendais depuis une semaine, hein, avant le confinement. De toute façon, on voyait les gens de moins en moins, ouais, de moins en moins enclins à venir aussi. Enfin voilà, il y avait un gros changement. Puis, ça a été très bizarre les premiers jours, mais vraiment très très bizarre. J'ai trouvé que c'était une ambiance très bizarre dans les rues, même encore maintenant. Enfin, on se dit bonjour sans trop se dire bonjour. C'est un peu, on reste bien à distance. Mais voilà, après, c'est nécessaire aussi pour qu'il n'y ait pas trop de dégâts. Moi, je me pose aussi des questions sur l'année prochaine, hein, parce que je pense que l'entrepreneuriat aussi fait que il faut anticiper aussi. Et puis l'année prochaine, pour moi, un virus revient, donc je me demande comment ça va se passer aussi l'année prochaine. Ouais. Et puis après, clairement, au début, ça a été un peu qu'est-ce que je vais faire. Pas mal de questions, quoi. Ouais, voilà, j'ai une salariée en plus, donc ça pose beaucoup de questions aussi. Et puis en fait, j'ai passé une semaine à faire beaucoup d'administratifs pour décaler, appeler tous les fournisseurs, tout décaler au niveau des charges et tout ça. Et puis là, ça commence à se calmer un petit peu. Et en fait, je devais prendre des congés et partir. Et donc, je me suis dit, au début, je me disais, non, je vais jamais le faire. C'est bon, je vais travailler parce que là, j'ai trop de choses. Et puis, en fait, je me suis dit, non, je vais aller me poser. Ça va me permettre de prendre du recul, de me ressourcer un petit peu parce que je pense que il faut vraiment pouvoir se ressourcer pour repartir du bon pied aussi. Ouais, tout à fait. Si on n'est pas assez ressourcé, on n'y arrive pas. Ouais. Et puis du coup, là, voilà, ça m'a permis de me dire, qu'est-ce que je fais et enfin voilà, comment préparer la suite. Et clairement, je pense que ça va, voilà, ça va accélérer certaines choses où il y avait des questionnements sur certaines activités de Cosy Parenthèse ou comment voilà, mieux axer les choses pour que le projet puisse survivre. Et puis que je sois un jour rémunérée, parce que quand même, c'est important aussi, mine de rien. Et en fait, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et finalement, ça permet ce confinement aussi de se poser, oui, physiquement et mentalement aussi pour se poser les bonnes questions pour la suite, en tout cas de ton activité, de ta vie professionnelle. Ouais. Oui, parce qu'en fait, mine de rien, quand on est la tête dans le guidon, on n'a pas le temps de prendre du recul aussi. Et il y a plein d'urgences et on est sous l'eau. Et en fait, finalement, ça permet de revoir un peu quelles sont nos priorités, vers quoi on veut aller et vers quoi on ne veut pas aller. Voilà, et et puis aussi de relativiser. Finalement, au début, j'étais un peu, mais qu'est-ce que je vais faire si ça, voilà, après, si ça ne décolle pas, après, si ça ne reprend pas, parce que c'est vrai qu'au bout de 9 mois, ça commençait voilà, Cozy commençait à être connu, on sentait qu'il y avait du bouche à oreille et tout ça, et ça met du temps. Et pour un lieu, être fermé 3 mois, c'est quand même, voilà, ça veut dire qu'on repart presque de zéro 3 mois après, et ça veut dire qu'on repart en plus dans l'été, qui n'est pas forcément une C'est très période. optimiste parce que là, pour l'instant, on est à 15 jours. Ils nous auront prolongé de 15 jours et toi, tu nous parles de 3 mois. Non, mais j'anticipe. Mon boulot, c'est d'anticiper. Du coup, ouais, tu prépares en se disant pour pas tomber de haut si jamais ça dure plus longtemps que ce que tu avais imaginé, quoi. C'est ça? Non, mais en fait,
je revois aussi par rapport aux autres pays. Pour Ouais. moi, il y en avait qui disaient ah bon, ça va encore durer jusqu'à fin mai. Jusqu'à l'instant, il dit 4 mai, mais à mon avis, ça va durer jusqu'à mi-mai. Mais dès le départ, moi, je me suis dit, vu comment ça s'est propagé en Italie, comment ils ont géré en Chine, Ouais. après. Et puis c'est aussi que j'ai des enfants et l'expérience veut que les virus, jusqu'à la fin mai, il y en a. Donc, Mm. je ne me Ouais, ouais, voyais pas le virus, le corona, s'arrêter juste parce qu'on avait envie de retravailler. Mais c'est ça, donc après, je prévois. Après, là, je prends, effectivement, comme tu dis, ça permet de prendre du recul et de se reposer. Et puis, de se dire que finalement, qu'est-ce qui est le plus important aussi. c'est Et ça. voilà. Là, j'avais une autre question par rapport à ce sujet-là. Je voulais te demander qu'est-ce qu'il y avait de positif justement dans cette situation aujourd'hui, finalement. On en ressort du positif, forcément. Alors, de ton côté, Oui. qu'est-ce que c'est? Alors déjà, c'est d'avoir permis aussi de me reposer un peu et Ouais, de me ouais, prendre lever du un temps peu pour plus toi. tard le matin et de ne pas me stresser. Ouais, ouais. Non, après le positif, je pense que les gens vont de toute façon avoir envie de recréer du lien, justement après, voilà, d'avoir une bouffée d'air après avoir été confiné aussi. Mais je pense que c'est de prendre aussi soin de sa famille au final, de se rendre compte qu'en fait, alors, je ne sais pas si toi c'est pareil, mais moi, mes enfants, comme je suis plus souvent à la maison, elles ne me quittent plus. C'est vraiment, elles sont collées à mes basques. Je les aime, hein, mais des fois. Voilà. Mais c'est vrai que c'est là où on se rend compte aussi que on leur manque vraiment, quoi. Et voilà, après, c'est qu'est-ce qui est important aussi pour soi-même et de voir tout ce que peut nous apporter le travail parce que moi je m'épanouis vraiment dans mon travail et j'adore ce que je fais hein, depuis que je suis lancée mais c'est vrai que c'est un épanouissement et en même temps il y a d'autres choses aussi à côté enfin voilà de voir quelles sont nos priorités. Euh, mais après, de pouvoir, je sais pas, de pouvoir rebondir en fait, je pense aussi. C'est notre capacité de résilience qui va être mise à l'épreuve et qui est Ouais. une bonne capacité. Ouais, tout à fait. Et puis, ouais, de refaire le point en fait, ça permet de refaire le point. Je pense que c'est toujours bon, hein, de toute façon, apprendre de refaire le point. Et c'est vrai que là, par exemple, moi, je travaille à Cosy Parenthèse parce que je peux pas faire du télétravail pour beaucoup de choses. Donc voilà. Mais c'est vrai que ça fait bizarre de le voir vide et ça fait un petit pincement au cœur à chaque fois. Et en même temps, je me dis bon, après, voilà, ça permet de mieux repréparer l'avenir, Ouais. euh, de prendre du temps pour le faire. Mm. Et du coup, je voulais terminer par une dernière question, ou en tout cas, enfin, savoir si tu avais une phrase, un mot, une citation, un livre à partager pour clôturer notre échange. Euh, voilà. Est-ce que tu... Euh, alors, je ne sais plus la phrase exacte, mais moi, le projet, je l'ai. Attends, je vais te la retrouver. Le projet, je l'ai bâti autour d'une phrase, enfin, d'une phrase. En fait, en première, j'ai étudié les pensées de Blaise Pascal en français. Hein. Et en fait, cosy parenthèse, cette phrase-là, elle m'a toujours portée, mais vraiment sur toute ma vie, en fait. Nous ne nous tenons jamais au temps présent. Nous rappelons au passé et nous anticipons l'avenir comme trop lent à venir, comme pour hâter son cours. Et en fait, ça veut tout simplement dire qu'on est tout le temps tourné vers le passé ou vers l'avenir et qu'on n'est pas dans le moment présent. Et c'est ce qui fait que les hommes ne sont jamais, non, ne sont assez rarement heureux parce qu'en fait, ils courent après le bonheur, mais en fait, le bonheur, c'est d'être au temps présent. Et, euh, et voilà, et moi, ça m'a toujours porté et c'est ce qui porte le projet aussi, c'est le moment présent, de profiter du moment. En fait, et c'est pour ça que ça s'appelle Cosy Parenthèse, c'est que c'est une parenthèse dans la course de notre vie. Et une parenthèse qui est cosy parce que le lieu est cosy. Mais c'est pour justement se recentrer sur soi, se recentrer sur le moment présent, sur la bonne tasse de café qu'on est en train de boire, Ouais. voilà, ou le moment avec son enfant, ou
ou tout seul, mais voilà. Donc c'est la phrase qui me porte un peu chaque jour, moi, de se recentrer sur le présent. Merci de nous l'avoir partagé. Et puis, je conseille à toutes les personnes qui vont écouter quand on sera sorti de cette période de confinement d'aller… et si vous habitez autour de Clisson ou si vous faites du tourisme sur Clisson, d'aller voir le lieu de ton lieu, le lieu de Cécile, Cosy Parenthèse. Vraiment, effectivement, c'est un endroit cosy et on s'y sent bien. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller. En tout cas, merci beaucoup, Cécile, pour cet échange. Merci à toi. Voilà, et donc je te souhaite bon courage pour la suite du confinement et de prendre bien soin de toi et ta famille et de rester chez toi, bien évidemment. Merci beaucoup, au revoir. Salut, Cécile. Je remercie chaleureusement Cécile de nous avoir partagé son dynamisme et son engouement dans cet épisode. J'ai vraiment appris de belles choses en l'écoutant qui ont avivé ma curiosité et j'espère la tienne aussi. De plus, je te remercie pour ton écoute et d'avoir été au bout de cet audio inspirant. Je te mets en description de ce podcast le lien de son activité pro, Cosy Parenthèse, ainsi que toutes les références que nous avons citées lors de notre conversation. J'espère que cet échange t'a plu. Laisse-moi ton avis sur mon site internet jdupeps.com sous l'onglet podcast et bien sûr sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que mes réseaux sociaux. Tu peux également retrouver sur mon site internet des ressources gratuites qui peuvent t'aider au quotidien où tu peux retrouver les renseignements sur mon accompagnement. N'hésite pas à me contacter pour en savoir plus. Je te donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode avec une nouvelle femme inspirante. D'ici là, prends bien soin de toi. Salut, salut! If I could take you up and boom, boom, push you, boom, boom, tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart.